Épisode 2, le subconscient, les mémoires de l'âme et le mandat d'incarnation, quand j'ai compris que la vie avait un sens caché. Bonjour à toutes et à tous. Dans l'épisode précédent, je vous ai raconté comment j'ai grandi dans une époque où l'on nous apprenait surtout à entrer dans le moule, à réussir, à sécuriser, à performer. Et comment, après 20 ans dans la gestion d'entreprise, quelque chose en moi a commencé à m'appeler vers un autre chemin. Un chemin plus vivant, plus vrai, un chemin qui touche l'âme. Aujourd'hui, je veux vous amener au cœur de ce basculement. Parce que c'est là, dans ce passage, que j'ai compris deux choses fondamentales. D'abord, à quel point notre subconscient est puissant, et ensuite, comment nos mémoires, celles de l'enfance, mais aussi parfois celles d'autres temps, d'autres lieux, peuvent orienter toute une vie sans que nous nous en rendions compte. La puissance du subconscient, ce que l'hypnose m'a révélé. J'ai ouvert mon cabinet et, à travers les personnes que j'ai reçues, j'ai beaucoup appris. J'ai exploré les méandres du subconscient sous hypnose, en état de conscience modifié. Je voulais comprendre pourquoi on rejouait les mêmes scénarios dans notre vie professionnelle, amoureuse, sociale. Et très vite, je me suis rendu compte que la base de ces schémas se trouvait dans les premières années de la vie, entre 0 et 7 ans. C'est là que tout se joue. L'enfant capte les peurs, les modèles, les injonctions, les interdits, les manques, les silences, les non-dits. Et pour continuer de recevoir de l'amour et de la reconnaissance, il adopte des comportements qui ne lui appartiennent pas. C'est le programme initial. Le problème, c'est qu'on nous a fait croire que ce programme, c'est nous, qu'il définit notre identité, alors que ce n'est qu'une protection mise en place par l'enfant pour survivre. Ce sont les faux moi. Et notre travail à l'âge adulte, c'est de les mettre en lumière pour s'en libérer et retrouver notre essence originelle. Et notre âme, elle, a choisi de vivre ces expériences, soit pour régler un karma passé, soit pour évoluer en transformant le programme et en tirant les leçons de vie qui lui sont nécessaires. L'hypnose m'a montré quelque chose de très concret. On ne peut pas effacer ce qui a été enregistré, mais on peut réimplanter un programme plus juste. On peut reprogrammer. On peut réécrire le scénario. C'est la répétition du nouveau programme qui nous permettra de recouvrer notre pureté, notre essence, et de devenir pleinement authentique. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire des reprogrammations du subconscient, incarnées, qui parle au corps, à l'émotionnel, à l'inconscient. Parce que j'avais compris que la personne ne change pas par la force. Elle change quand elle se sent en sécurité, quand elle peut enfin déposer l'armure. Les mémoires de l'âme, ce que l'hypnose spirituelle m'a montré. Et puis, je suis allée plus loin. J'ai exploré l'hypnose spirituelle. Et là, il y a eu une révélation. J'ai fait de nombreuses régressions sur des vies antérieures. Pour moi, j'ai revécu des scènes avec un niveau de détail que je n'attendais pas. Des émotions, des sensations physiques, des langues, des paysages, des noms, des dates. Et ce sentiment étrange et indiscutable, je l'ai vraiment vécu. Je ne parle pas d'imagination, je parle de mémoire. Il y a eu un moment où, au cours d'une séance, j'ai pu recouper des éléments très précis, des dates, des événements, un lieu, et en cherchant, j'ai retrouvé des correspondances historiques réelles. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prouver comme une équation, mais c'est assez pour comprendre que la conscience ne se réduit pas au cerveau. Et ça, pour moi, ça a ouvert une porte irréversible. La réincarnation existe bien et j'en avais les preuves. J'ai aussi vécu des expériences de lien d'âme,
reconnaître qu'une personne proche dans cette vie a déjà été liée à nous dans une autre configuration. Ma fille dans cette vie présente était ma mère dans une autre vie. Certaines relations ne sont pas banales. Elles viennent réparer, enseigner, mettre en lumière une dette, un amour, une blessure. J'ai vu une vie dans laquelle j'étais guérisseuse, et cette mémoire terrible d'avoir été condamnée, brûlée, rejetée comme sorcière. Et quand on porte une mémoire comme ça, sans s'en souvenir, on comprend pourquoi dans cette vie, on hésite à se montrer, à transmettre, à assumer ses dons. Il y a un faux moi protecteur qui dit « danger ». Quand on met de la conscience dessus et qu'on reprogramme, on libère cette peur archaïque. Il y a eu aussi une mémoire en Égypte, très marquante, où je travaillais avec des rites, des huiles, des onguents sacrés, liés au passage et à la mort. Et dans cette vie présente, sans le savoir, j'ai été ramenée vers les huiles, vers la création de parfums thérapeutiques, comme si l'âme reprenait un fil, un talent, une médecine. J'ai vu une autre vie encore plus brutale, où j'étais un homme en fond de galère, terrassé par une maladie infectieuse. Et ce genre de mémoire, quand elle se réactive, peut expliquer certaines peurs contemporaines. Peur des épidémies, peur de l'enfermement, peur de manquer d'air. L'émotion a une mémoire, et cette mémoire peut se guérir. Je suis aussi passée par des états de conscience profonds, où j'ai eu accès aux annales akashiques. J'y ai reçu quelque chose de fort, l'idée que j'étais dans une incarnation charnière, que je suis une très vieille âme, et que si je suis revenue, c'est par choix, avec une orientation, une responsabilité intérieure. J'ai eu accès à cette grande bibliothèque, et dans ce livre, j'ai pu voir toutes mes vies, les pays, et à la fin, j'ai vu que cette vie était ma dernière incarnation et que toutes mes dettes devaient être soldées dans cette vie présente. Il y aurait de nombreux défis à surmonter et je serais amenée à aider les autres à travers mes expériences. Et c'est là que le mandat d'incarnation a pris tout son relief. Le mandat d'incarnation, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas une phrase qu'on écrit joliment sur un carnet. Ce n'est pas « ma mission égale faire ça ». C'est bien plus profond que ça. C'est pourquoi ton âme a choisi cette époque, cette famille, ce corps, cette sensibilité, cette intensité. Qu'est-ce que tu es venu apprendre, guérir, transmettre, incarner? Nous venons dans la matière pour accélérer l'évolution de l'âme à travers nos expériences terrestres. Ici, on ressent, on traverse, on se confronte, on aime, on perd, on recommence. Et c'est dans cette densité que l'âme grandit, parfois à travers des défis, des dettes karmiques à assumer, des blessures à guérir. Cela fait partie de l'élévation de notre conscience individuelle, mais aussi collective. Et quand on commence à regarder sa vie avec ce regard-là, tout change. La peur change de place, l'injustice change de place, les épreuves changent de place, parce qu'on se demande « Qu'est-ce que cette expérience vient toucher chez moi et que dois-je apprendre, comprendre à travers celle-ci ?» Ce qui m'attendait et ce que je vous révèle dans l'épisode 3. Je pourrais m'arrêter là parce que déjà tout ça ouvre une perspective immense. Mais dans le prochain épisode, je vais vous raconter le moment où tout ce que je croyais savoir s'est effondré. Le moment où la vie m'a mise à genoux et comment cette nuit noire de l'âme a été paradoxalement l'endroit où j'ai retrouvé le pouvoir de créer,
non pas en contrôlant, mais en remontant ma fréquence, en me libérant de mes faux moi, de mes croyances limitantes et en redevenant souveraine. C'est l'épisode le plus personnel et peut-être le plus transformateur. En attendant, si vous sentez que ce que je viens de partager résonne en vous, si vous vous demandez quelles blessures sont encore actives en vous aujourd'hui, je vous invite à faire le test gratuit des blessures de l'âme. En quelques minutes, vous découvrirez ce qui vous empêche encore de vibrer votre plus haut potentiel. Vous trouverez le lien en description. Abonnez-vous pour ne pas manquer l'épisode 3, il arrive très bientôt. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.